Bonjour et bienvenue au Muséum de Toulouse pour cette conférence organisée par le Muséum lui-même en partenariat avec l'antenne bénévole du WWF de Toulouse. Nous avons réuni 3 experts pour se parler, d'un thème qui nous touche tous de façon de plus en plus tangible, les impacts du trafic d'animaux sauvages, du global au local. Je dois d'abord excuser Stéphane Ringuet, responsable du programme Commerce des espèces sauvages au WWF, qui n'a pas pu être là avec nous aujourd'hui en raison des limitations de déplacement. Par contre, nous avons bien 3 experts, toulousains de surcroît, que voici. David Eduardo Daned, chef de bureau local de la Convention de Washington à la DREAL Occitanie et inspecteur eau et nature. Bonjour David. Bonjour Vanessa, merci de nous recevoir. Guillaume Leloc, enseignant-chercheur à l'école vétérinaire de Toulouse, responsable du centre de soins de la faune sauvage. Bonjour Guillaume. Bonjour Vanessa. Et Brian Aiello, du muséum lui-même, taxidermiste du muséum de Toulouse, en charge des entrées de dépouilles. Bonjour Brian. Bonjour Vanessa. Deuxième plus grand muséum d'histoire naturelle de France, après celui de Paris, le muséum de Toulouse est avant tout un lieu de partage, de critique des savoirs, qui nous offre chaque semaine des débats instruits liés à la relation entre l'homme et la nature. Et ce même muséum est aussi un acteur fort de la lutte contre le trafic d'animaux sauvages. Brian Aiello nous en parlera tout à l'heure. L'antenne bénévole du WWF à Toulouse a pour objectif de sensibiliser les habitants de notre région au combat mené de longue date par le WWF. Dans le rapport Planète Vivante 2020, paru en septembre, les observateurs du monde vivant du WWF, qui sont reconnus mondialement, ont confirmé que l'une des 3 causes de l'effondrement du vivant est bien le commerce illégal d'espèces sauvages. Nous voici en 2020, en pleine deuxième vague du Covid-19, n'est-ce pas? Pandémie qui aurait peut-être pour origine un petit animal plutôt mignon, aux allures préhistoriques, un pangolin, vendu au marché des animaux vivants de Wuhan en Chine. Si on n'avait pas encore compris que le trafic d'animaux sauvages avait un impact sur nous tous, ce pauvre petit pangolin a bien remédié à notre ignorance. Entre 2014 et 2018, le trafic de pangolins s'est multiplié par 10. Désormais rare en Asie, du coup, il est aujourd'hui massacré par millions en Afrique. 2,7 millions d'individus tués l'année dernière. Tout ça pour alimenter le vaste marché de la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est lui qui aurait transmis le Covid-19 au patient zéro. On voit qu'à lui seul, le pangolin illustre la complexité des enjeux du trafic d'animaux sauvages. Sa globalisation, son impact économique favorable dans les médias, d'où le problème, les effets désastreux sur la biodiversité, et peut-être le plus tangible pour nous aujourd'hui, alors qu'en fait ce n'est pas le plus important des effets, les maladies zoonotiques, donc maladies qui passent des autres animaux à l'homme. Mais notre débat aujourd'hui, si nous sommes au Muséum de Toulouse, c'est pour parler de Toulouse et de l'impact du trafic sur notre région, bien au-delà de la pandémie actuelle. Nous allons évoquer les chaînes complexes de cause à effet dans le monde opaque du trafic d'animaux sauvages, comme nous sommes tous impactés, et ce que nous pouvons et devons faire au niveau local, national, global, mais aussi au niveau de chacun d'entre nous. Alors, messieurs, on va commencer par un tour de table pour que vous nous parliez de vous, de votre travail, de votre institution et du rôle de celle-ci dans la lutte contre le trafic d'animaux sauvages. Donc, tout d'abord, David Daned, vous êtes chef du bureau local de la Convention de Washington à la DREAL Occitanie, comme nous disions, donc DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Mais vous êtes aussi inspecteur eau et nature à la DREAL, c'est-à-dire que vous jouez un rôle dans la répression du trafic sur le territoire. Effectivement, il y a un double rôle. Les DREAL sont en charge, pour le ministère en charge de l'écologie, de représenter la Convention de Washington dans toutes les régions de France, afin de pouvoir instruire des demandes d'autorisation d'import-export entre notre région, les entreprises qui
qui vivent dans la région Occitanie, les particuliers qui vivent dans la région Occitanie. Et de ce fait, nous instruisons les autorisations de commerce international liées aux espèces qui sont reprises aux annexes de la Convention de Washington. Alors, la partie administrative de délivrance des autorisations constitue une phase du travail. Et puis, la partie contrôle, qui se fait avec d'autres administrations, dont on parlera tout à l'heure, se fait dans le cadre de la police judiciaire. Et donc, à ce titre-là, nous sommes aussi formés dans certains cas pour être des inspecteurs et relever des infractions pour poursuivre des personnes qui ont effectivement trafiqué ou qui sont contrevenues à la réglementation. Donc, à ce moment-là, vous êtes sur le terrain? Alors, à ce moment-là, on est sur le terrain. Alors, je vais quand même recalibrer ce que c'est que la CITES. Le but principal, nous devons contrôler et nous assurer que la réglementation sur le commerce des espèces qui sont inscrites dans les annexes de la CITES soit bien respectée. Donc tous les mouvements qui vont avoir lieu de la région Occitanie vers l'Europe ou le reste du monde, ou du reste du monde de l'Europe vers la région Occitanie, vont passer, ces mouvements, par un accord écrit préalable qui sera donné, qui prend la forme d'un permis ou d'un certificat qu'on dit CITES. Donc c'est l'acronyme anglais Convention internationale sur le commerce des espèces sauvages. C'est la Convention de Washington. C'est la Convention de Washington. Donc quand on parle de CITES ou de Convention de Washington, on parle de la même chose. Tous les mouvements d'import-export à l'échelle mondiale ou communautaire, avec ou sans introduction par la mer, sont soumis à délivrance d'autorisations. Et ces autorisations, pour qu'elles aient une portée et qui permettent de comptabiliser ce qui est échangé entre les pays, elles passent par le visa des services des douanes, qui est le premier guichet important de l'action du contrôle du commerce international des espèces menacées d'extinction. C'est-à-dire que si on autorise 3 tonnes de coraux à venir d'Indonésie à destination de la région Occitanie, eh bien, ces 3 tonnes de coraux, en genre et en nombre, les espèces seront répertoriées sur nos permis. Des vérifications scientifiques seront faites avec les organes de gestion ou les organes scientifiques des pays étrangers pour s'assurer que notre commerce répond à une logique qui a été acceptée scientifiquement et dans le cadre des accords de la Convention de Washington. D'accord, donc vous favorisez aussi le commerce légal? On le certifie et on l'autorise. C'est-à-dire que quand les gens pensent, par exemple, qu'il est interdit de prélever telle espèce dans la nature parce que c'est protégé par la Convention de Washington ou réglementé, ils disent « Ah ben non, c'est pas possible, ça vient du milieu naturel ». La réponse, c'est non. Certaines espèces, en fonction des annexes dans lesquelles elles sont inscrites, sont autorisées, même si elles viennent du milieu sauvage, à être exportées d'un pays africain, par exemple, pour venir en Europe et finir donc dans des magasins de vente et chez des particuliers ou dans des entreprises. Alors, le but de la CITES, c'est quoi fondamentalement? C'est d'abord éviter la surexploitation et garantir l'utilisation durable des stocks. On va prendre une espèce qui est très connue des gens qui aiment les oiseaux, les serins du Mozambique, Serinus mozambicus. Les personnes qui aiment les oiseaux dans le monde entier aiment bien ce petit oiseau, du part parce qu'il est très beau. Peut-être que je vais demander à Guillaume, vous pouvez nous le décrire rapidement? Alors, le serin du Mozambique, c'est un petit passereau, effectivement, que moi, je ne vois pour le coup assez peu en fait, en consultation, parce que nous, dans notre population de propriétaires, ce n'est pas une espèce qu'on voit énormément, mais que c'est effectivement une espèce qui est assez populaire auprès des propriétaires. Mais et c'est un type d'oiseau qu'on garde en cage? C'est un petit oiseau qu'on garde en cage, oui, tout à fait. Il est tout jaune, jaune et beige, et la femelle elle a un petit collier autour du cou, donc on le repère, et c'est un très beau chanteur. Donc cet oiseau, si on veut l'importer, il faut s'assurer que les stocks issus du milieu sauvage dans lesquels on puise pour pouvoir répondre à la demande de consommation de la communauté européenne, pour parler de notre grande région en fait, l'Occitanie c'est dans l'Europe, eh bien, on va pouvoir les prélever dans le milieu sauvage et on va pouvoir les importer sur la base d'un principe de permis et en fonction de l'annexe auquel appartiennent l'espèce. Et ensuite, l'importance, c'est aussi, dans le cadre de la Convention de Washington, de concilier les intérêts écologiques, la sauvegarde des espèces et les intérêts commerciaux, c'est-à-dire la pérennité des approvisionnements. On ne peut pas ad vitam aeternam prendre dans le milieu sauvage des espèces vivantes pour ensuite les mettre dans le commerce. Et ceci, c'est dans le cadre et dans le but d'appliquer une stratégie de développement durable à l'échelle mondiale. Parfait. Merci beaucoup. Et on voit donc que la DREAL joue tout un panel de rôles.
tout comme l'école vétérinaire, dont la mission va bien au-delà de l'enseignement. Guillaume Leloc, en plus de votre rôle d'enseignant-chercheur, vous vous occupez du centre de soins de la faune sauvage. Ces animaux-là, comment ils arrivent jusqu'à vous? Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous avez comme animaux? Alors, on reçoit une grande variété d'animaux, en fait, et on a au sein de ce centre de soins, alors c'est une particularité, on va dire, du centre de soins de l'école vétérinaire de Toulouse. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on retrouve forcément dans tous les centres de soins. On reçoit à la fois de la faune sauvage autochtone, donc des animaux sauvages naturellement présents dans le milieu naturel français, qui vont être trouvés à la fois par des particuliers ou par des services publics et qui sont des animaux en détresse. Alors des hérissons, des hérissons typiquement, qui est l'espèce effectivement qu'on reçoit le plus. On pourra en rediscuter parce que la notion de détresse est parfois mal perçue de la part de certaines personnes. Et puis on reçoit également des animaux d'espèces exotiques, au sens où elles ne vivent pas naturellement normalement en France, ou qu'elles ont été introduites en France, qui sont des animaux abandonnés, perdus, ou d'espèces envahissantes, et pour lesquels ces animaux-là, on ne peut pas aller les relâcher dans la nature. La mission première d'un centre de soins de la faune sauvage, c'est de réintroduire, de remettre dans son milieu naturel un animal qui était à l'origine, qu'on a soigné et qu'on réhabilite. Et c'est vrai que ces animaux-là, qui sont d'espèces exotiques, donc David Danel a parlé de certaines espèces, ça peut être par exemple le gris du Gabon, qui est un perroquet très populaire, détenu par un certain nombre de personnes. Ce n'est bien sûr pas un oiseau de la faune sauvage française, et quand on en rapporte un parce qu'il s'est perdu, et ben cet animal-là, on ne va pas le relâcher dans la nature, on va trouver une personne qui a les autorisations nécessaires pour détenir cet animal-là, pour le replacer. Donc on a ce rôle, en fait, d'une part de réhabiliter de la faune sauvage qui était présente naturellement, et puis également ce rôle de sensibiliser les découvreurs, le grand public, au fait qu'il puisse y avoir effectivement des animaux exotiques dans la nature, par inadvertance, parce qu'ils se sont échappés, parce qu'ils étaient introduits, et que ce n'est pas normal. Oui, le fameux caïman. Voilà, alors effectivement, il y a quelques exemples effectivement bien caractéristiques. On a eu effectivement il y a maintenant 1 an un caïman et lunettes qui a été trouvé dans une rivière d'Occitanie. On avait eu 3 ans auparavant, d'ailleurs, on a récupéré également un crocodile qui avait été, alors cette fois-ci, qui avait été trouvé chez une personne qui ne le détenait pas de façon légale. Donc ça, c'est des cas un petit peu anecdotiques, mais qui sont particulièrement effectivement parlants, parce qu'on a du mal à concevoir qu'une personne puisse détenir chez elle un caïman. Et d'ailleurs, ce caïman-là, on n'a jamais su d'où il venait. Mais en l'occurrence, c'est une espèce qu'on peut détenir, mais sous couvert d'un certain nombre d'autorisations, dont David pourra peut-être nous parler après. Mais voilà, cet animal-là, bien entendu, il ne fait pas partie du milieu naturel français. Alors, c'est une espèce qui pourrait s'avérer dangereuse. Alors là, c'est très anecdotique. Par contre, on a des espèces qui commencent à se développer de plus en plus, notamment en région toulousaine, comme la tortue serpentine, qui est cette grosse tortue aquatique carnassière qui est originaire normalement d'Amérique du Nord et du Canada, et qu'on retrouve maintenant dans certains plans d'eau autour de la région, autour de Toulouse. Celui qu'on a trouvé dans le canal. Oui, alors on en a régulièrement qu'on nous amène comme ça de plus en plus, et en fait on se rend compte, puisqu'on nous ramène ici des bébés, que ces tortues se reproduisent maintenant dans le milieu naturel. Or, ce sont des espèces qui pourraient se montrer dangereuses, parce qu'une tortue de 10 kg carnassière qui vous croque un orteil, ça peut vous le sectionner. Alors, heureusement, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de rapport d'incident survenu, mais ça peut être un risque, par exemple, qui pourrait être envisagé. Merci. Donc, Guillaume Leloc travaille avec des animaux vivants. Tout à fait. Et s'occupe, entre autres, de leur bien-être à l'instant T. Tandis que Brian Aiello, taxidermiste du Muséum de Toulouse, où nous nous trouvons, lui travaille sur le patrimoine que représentent les animaux. Donc, Brian, parlez-nous du rôle du taxidermiste du point de vue de l'écologue que vous êtes. Alors, oui, alors déjà, peut-être rappeler les missions quand même essentielles de l'établissement vis-à-vis des représentants de partenariats que l'on a avec l'Adréal et notamment et l'école vétérinaire. Une mission, une continuité dans l'enrichissement des collections, puisqu'en fait le Muséum d'histoire naturelle de Toulouse a toujours connu des préparateurs et des taxidermistes pour enrichir les collections. Et donc, ça, c'est quelque chose de très important parce que ce n'est pas vrai dans tous les établissements de France de type muséum. Donc, ça veut dire qu'il y a cette volonté, cette implication d'apporter un témoignage contemporain du vivant et qu'elle a toujours, cette notion-là a toujours existé. Elle est extrêmement importante. On le juge, nous, régulièrement. Je vais vous donner une anecdote. Par exemple, on a pu être sollicité par nos partenaires, je pense notamment à l'ONCFS, donc l'Office national de la chasse et de la faune sauvage également, sur des missions de
de recherche, par exemple, où ils avaient besoin de pouvoir attester d'un patrimoine génétique pour une espèce telle que la perdrix grise des Pyrénées, certaines espèces qui sont emblématiques de certains secteurs géographiques. Eh bien, vous imaginez bien que mes prédécesseurs ne pouvaient pas s'imaginer qu'on allait pouvoir exploiter l'ADN. Eh bien, on a pu à partir de là, déterminer quelle était la souche à partir des collections existantes, notamment du 19e siècle ou du début du 20e siècle. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas du tout la question de savoir si c'est pertinent, parce qu'avec cette période que l'on vit de perte de biodiversité, cet effondrement des populations, ça nous paraît une évidence. Donc nous, c'est vrai que c'est au départ, je dirais à partir de 2004-2005, à peu près à la préparation de la réouverture du Muséum de Toulouse, qu'on a réaxé un petit peu ou qu'on a retravaillé ces orientations. Donc cette volonté initiale d'enrichir les collections. Et en fait, on s'est aperçu qu'en enclenchant ces partenariats et ces volontés, on s'est aperçu que de l'ensemble des interactions et des enjeux qu'il pouvait y avoir, bien sûr, une fois que l'établissement a été ouvert, les enjeux vis-à-vis de la communication auprès de notre public notamment. Cette équipe qui est extrêmement importante, à qui je rends quand même aussi hommage, parce que cette équipe de médiation qui est très très importante au muséum, c'est pareil, c'est une particularité à Toulouse d'avoir une équipe d'une vingtaine de médiateurs culturels qui fait ce travail de fond de sensibilisation auprès de nos visiteurs, qui sont quand même importants, plusieurs centaines de milliers de visiteurs par an. Et donc voilà en quoi l'établissement est impliqué. Excusez-moi de vous couper, mais cette sensibilisation, elle se fait uniquement dans les locaux du muséum, ou bien les médiateurs, ils partent aussi dans les écoles? Alors oui, justement, il y a encore hier un de mes collègues qui est passé par le laboratoire me saluer, qui justement s'apprêtait à faire une intervention auprès de scolaires. C'est-à-dire qu'on vit aussi une période un peu particulière et on essaye aussi de pouvoir porter nos missions hors les murs. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà enclenchées il y a déjà plusieurs années, mais qui prennent encore un petit peu plus d'ampleur, où il faut qu'on arrive effectivement à toucher nos publics et les citoyens bien au-delà des murs de l'établissement, au moins déjà au niveau de la métropole. Oui. Voilà. Donc après, j'aurais bien d'autres choses à dire, bien sûr, sur tous les débouchés, parce que ça c'était l'initiative de départ, c'est pour l'expliquer, pour expliquer où on en est à peu près aujourd'hui. Mais on voit qu'après, dans les relations qui se sont établies, il y a beaucoup d'éléments qui en sont ressortis et des pistes de travail et de réflexion qui se dégagent à partir de là. Donc on aura l'occasion certainement d'en reparler. Tout à fait, merci beaucoup. Et vous-même, je pense que vous avez un investissement juridique. Alors, il arrive assez régulièrement. Alors là, ce sont davantage dans les missions de police de l'environnement sur lesquelles on va être impliqué, étant donné qu'on est partenaire aussi avec. Alors, on était partenaire avec l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, donc qui a été englobé depuis le 1er janvier de cette année à l'Office français de la biodiversité, enfin qui est devenu l'Office français de la biodiversité. Et donc désormais, on a vraiment un très grand organisme de l'environnement. Je dirais, c'était vraiment une volonté d'État aussi. Et donc on doit maintenant un petit peu réajuster le cadre de notre partenariat. Il a consisté principalement à la mise en place, c'est vrai, de collecte de notre part pour ce dont je parlais tout à l'heure, cet enrichissement des collections via des espèces de la faune sauvage trouvées mortes accidentellement sur le terrain. Donc ça, c'est la collecte. Mais on voit très vite après que, bien sûr, un partenariat, c'est à double sens. Et que l'autre aspect, c'est de pouvoir absorber pour partie dans des affaires liées à la détention d'espèces protégées naturalisées ou de parties d'espèces protégées préparées, de pouvoir être institué gardien. Donc là, à ce moment-là, on est directement impliqué. Pourquoi ? Parce que, et bien sûr, auprès de l'Adréal, surtout, ça c'est aussi très conséquent, c'est beaucoup à l'initiative de David Daned que ces choses-là ont commencé à être mises en place par rapport au muséum. C'est-à-dire qu'il y a une volonté, là aussi, je pense, de la tutelle donc, du ministère de l'Environnement, de faire en sorte que on puisse sortir, entre guillemets, le plus possible d'objets naturalisés préparés, d'espèces protégées, qu'on évite d'avoir cette circulation ou cette possibilité d'achat ou de vente de ces spécimens-là. Alors vous avez quantité, je dirais, de familles, c'est aussi démographique, hein.
vous avez des gens qui héritent en ce moment. Hein, il y a le baby-boom et puis il y a les conséquences au final de ce baby-boom. Vous avez une énorme séquence maintenant de personnes qui héritent et qui vont se retrouver avec des objets qui proviennent de colonies, qui proviennent d'arrière-grands-parents, de grands-parents, et dont on ne sait pas toujours la provenance, ou on ne peut pas toujours la justifier. Défense d'éléphants. Exactement, exactement. Et donc là, alors souvent ils font la démarche, enfin, c'est assez régulièrement, soit ils nous sollicitent directement, et à ce moment-là, on va les mettre en lien avec l'autorité compétente, donc l'ADREAL, soit ils se mettent en relation avec l'ADREAL, et donc c'est avec eux, c'est avec l'ADREAL effectivement, et donc avec David Danette que va s'instaurer cette procédure ou ces mises en place de procédures de récupération ou de retrait, je dirais, on pourrait appeler ça un retrait de ces objets qui pourraient nourrir une forme de commercialisation ou un commerce qui ne prend peut-être pas la même, je dirais, la même allure que le trafic le sujet dont on parle aujourd'hui, mais qui pourrait participer d'une manière ou d'une autre à l'enrichir. Oui, voilà. David. Alors je vais peut-être illustrer et donner un exemple très précis pour que tout le monde comprenne bien. Effectivement, aujourd'hui, le commerce d'ivoire brut est strictement interdit sur le territoire national. Il va l'être très bientôt dans le cadre d'un plan d'action européen sur le territoire communautaire. Mais pour donner un exemple, par exemple, des enfants qui héritent de leurs parents d'une défense d'ivoire brut vont nous consulter pour avoir une autorisation de mettre en vente cet ivoire brut. Compte tenu des textes actuels, nous ne pouvons plus, depuis 2016, autoriser la vente de ces spécimens. Et quand nous l'autorisions, nous devions avoir une preuve formelle de leur passage en frontière, constater, visualiser, répertorier dans des colisages, des listes de colisages où on décrivait ces ivoires pour qu'on soit sûr que l'ivoire qu'on nous présente pour être autorisé à la vente à l'époque était bien un ivoire légal et pas issu d'un trafic. Nous, comme nous ne pouvons pas répondre à ces demandes aujourd'hui, nous instruisons et nous faisons un courrier type qui dit que, compte tenu de la réglementation, on ne peut plus vendre ces ivoires. Donc on laisse le choix, soit au pétitionnaire de garder son ivoire et de le garder chez lui, il le met sous le lit ou il le met dans la salle à manger, soit éventuellement d'en faire don à une association qui s'appelle l'IFAO, qui récupère ces ivoires pour éventuellement les brûler. Des brûleries d'ivoire ont été organisées sur le territoire national pour liquider certains stocks, à l'instar de ce qui avait été fait au Kenya lors d'un déplacement d'un ancien ministre de l'écologie qui était Madame Ségolène Royal. Et après cette visite au Kenya, où elle a effectivement participé à ce mouvement de brûler des stocks d'ivoire qui ne devaient pas retomber entre les mains ou ne devaient pas tomber entre les mains d'un commerce illégal, eh bien, en 2016, il avait été pris l'initiative donc d'interdire ce commerce. Donc nous, ce que nous invitons aussi à faire, ce qui semble le plus intéressant, c'est que cet ivoire, puisqu'il n'est pas vendable, et si les pétitionnaires qui demanderaient à avoir une autorisation ne peuvent pas les obtenir et ne peuvent pas le vendre, c'est de le confier au muséum. Parce que le muséum va pouvoir opérer deux actions. La première, collecter ce spécimen que l'on ne retrouvera pas dans une poubelle ou sur le marché illégal, via tous les systèmes de vente qui existent et que nous connaissons. Et la deuxième chose, cet ivoire pourra servir à l'intérêt général, à la connaissance, à des recherches scientifiques où on peut calculer quand est-ce que la bête est née, de quelle époque date cet ivoire, d'où il vient exactement. Et nous avons un certain nombre de spécialistes ici au muséum ou des universitaires aussi de Montpellier avec qui nous travaillons, qui peuvent dater, quantifier de la corne de rhinocéros ou de l'ivoire d'éléphant. Donc c'est très important, le maillon qui est lié entre les bureaux locaux Convention de Washington des 13 régions de France, et leur rapport avec les institutions scientifiques qui sont garantes de conserver, d'éviter de retrouver en commerce illégal et peut-être d'enrichir la connaissance. Et ça, c'est primordial. Oui, tout à fait. Oui, on peut en faire quelque chose. Absolument. En fait. Mais juste une question. Est-ce que c'est le notaire, par exemple, au moment de l'héritage, qui va avertir les héritiers qui sont potentiellement dans une situation d'illégalité ? Alors, ou est-ce que les gens spontanément je pense que moi j'y penserais pas personnellement. Alors c'est grâce à des actions conduites aujourd'hui ici au muséum de communication via des organisations non gouvernementales, la WWF par exemple, où il y a cette information qui diffuse lentement mais sûrement et de plus en plus.
Donc, on peut comprendre que tout un chacun ne soit pas au fait de la réglementation et du droit ou pas de vendre telle ou telle espèce. Mais un tant soit peu, si les gens regardent les moyens, à travers des moyens de communication que nous avons, ils ont des bribes d'informations, ils entendent des mots, muséum, DREAL, WF par exemple. Ils entendent OFB. Alors l'OFB, l'Office français pour la biodiversité, est un acteur incontournable contre le trafic des espèces menacées d'extinction. Si nous, les DREAL, nous sommes présents à travers les bureaux locaux Convention de Washington dans les 13 régions de France, les bureaux départementaux de l'Office français pour la biodiversité sont présents dans tous les départements de France et ont un ou plusieurs représentants qui vont ou va travailler sur la problématique du commerce illégal. Donc l'an dernier, par exemple, une campagne de l'Office français de la biodiversité avait été de faire un contrôle massif sur les ventes de caviar. Alors les gens ne le savent pas, ou le savent peu, le caviar, bien de consommation, est issu de différentes espèces qui sont inscrites aux annexes de la Convention de Washington et des règlements communautaires, et leur commerce n'est pas libre. Les boîtes doivent se présenter sous un format d'étiquetage, de contenants répertoriés, etc., permettant de s'assurer d'une origine licite du spécimen qui a été vendu. Et plus on contrôle, plus on tombe sur des pactages ou des boîtes qui répondent à ce que la réglementation attend, et auquel cas on comprend qu'il y a un progrès conséquent sur ces matières qui coûtent cher, qui rapportent beaucoup d'argent, donc on a tout intérêt à bien travailler dessus. Et puis, quand les boîtes ne répondent pas aux critères attendus d'étiquetage, de répertoriation, d'origine licite d'acquisition, eh bien, elles sont saisies et sorties du système de la consommation. Oui, toujours ce principe de ne pas nourrir les circuits. Jamais. Donc, deux grands acteurs, la douane aux frontières, aussi sur le territoire, qui opèrent des contrôles importants en matière de Convention de Washington et qui opèrent aussi la validation de toutes les autorisations qui sont délivrées par notre bureau comme les 13 autres bureaux métropolitains ou hors de la métropole. Et puis ensuite, les actions de l'OFB qui font des contrôles, alors là, sur la faune sauvage captive, sur les plantes, parce qu'on parle souvent d'espèces menacées d'extinction et on entend animaux vivants, mais ça va concerner aussi un animal mort, ça va concerner aussi des bois. Énormément d'espèces de bois sont concernées par les annexes de la Convention de Washington. Alors, je voudrais préciser un petit lien. Rapidement, si je peux me permettre. Le lien qui nous tient avec l'école vétérinaire, donc l'école vétérinaire de Toulouse, qui a un centre de soins qui nous permet, nous, DREAL, ou les services de l'Office français pour la biodiversité, lors d'une saisie, parce qu'un animal vivant est détenu sans les obligations réglementaires afférentes à l'espèce, eh bien, nos services ou les services de l'OFB font transiter au centre de soins ces animaux pour faire des check-ups sanitaires, rechercher les identifications par puce ou par bague afin que nos services ou les services de l'OFB puissions retrouver d'éventuels propriétaires quand les animaux ont été échappés, ou lorsqu'ils ont été saisis, on les replace ensuite, une fois que le check-up est fait auprès de l'école vétérinaire, dans des établissements qui sont autorisés au titre d'un certificat de capacité pour la personne qui est en charge des animaux, ou d'une autorisation d'ouverture justifiant que l'établissement est autorisé en genre et en nombre à détenir l'espèce considérée. Donc ce travail, une DREAL dans son coin tout seul, bureau Convention de Washington, ne pourrait rien faire sans être entouré techniquement du savoir des établissements comme le muséum pour de nombreuses identifications que nous sollicitons régulièrement dans le cadre de dossiers ou d'enquêtes que nous avons à gérer, et sans avoir ces réceptacles qui permettent de faire un point sanitaire et technique sur une espèce qui a été soit saisie, soit trouvée, qui s'est perdue dans la nature. Merci beaucoup. Merci à tous. Et on voit qu'on a un beau panel d'expertise. Et tant mieux, parce que, et on fait le tour de la situation actuelle du trafic d'animaux sauvages, nous allons désormais passer à l'action. Enfin, on va évoquer les passages à l'action nécessaires. Donc, à nouveau, David Daned, d'après vous, si j'ai bien compris le propos, l'outil législatif est l'arme la plus puissante dans la lutte contre ce trafic? En tout cas, c'est le cadre qu'il va nous falloir avoir, parce qu'en matière de Convention de Washington, pour un Français habitant en région Occitanie ou n'importe où en France métropolitaine ou hors métropole, à partir du moment où on veut avoir une espèce qui est
concernés par la Convention de Washington, 3 cadres réglementaires vont s'appliquer. Le premier, un cadre international, le texte de la Convention proprement dite, qui explique, c'est une forme de règle du jeu, comment est-ce qu'on fait des échanges sur des espèces vivantes ou mortes, de faune ou de flore, entre 2 pays. Ensuite, il y a un cadre réglementaire. Tout ce qui rentre dans l'Europe est concerné par une réglementation unique, qui sont les règlements communautaires. Ces règlements donnent le fond et la forme de l'application de la Convention de Washington, vue à travers le prisme réglementaire de la communauté européenne. Et puis ensuite, il y a le cadre franco-français, donc, qui nous différencie un peu des autres cadres des autres pays, parce que nous appliquons la Convention de Washington comme tout le monde, mais nous avons aussi une législation française qui permet à la fois de reconnaître un autre statut de protection que celui de la Convention de Washington pour des espèces qui seraient protégées par la réglementation française ou guyanaise. On va prendre le cas du hara ararona, par exemple, ce magnifique oiseau qui appartient à la faune guyane. Il est aussi protégé par une réglementation franco-française. Donc, la détention de cet animal, s'assurer d'une origine licite et de voir qu'il n'a pas été prélevé illégalement dans le milieu naturel, fait partie des analyses que l'on va conduire lorsqu'on va autoriser une activité de commerce sur cette espèce. Et puis, la détention seule ne relève pas que de la Convention de Washington. Nous, on s'occupe de l'acquisition licite et de l'utilisation qui va être faite du spécimen en fonction de son origine juridique. Il y a aussi un travail important qui est conduit par les services vétérinaires représentés dans tous les départements et qui vont avoir la charge d'instruire les autorisations d'ouverture ou les certificats de capacité pour que des établissements puissent détenir des espèces de la faune sauvage exotique, principalement. Il peut y avoir aussi de la faune sauvage locale. Ou alors des régimes spécifiques qui permettent à des gens de détenir des spécimens, mais en ayant l'obligation de se déclarer auprès des services vétérinaires, afin que, à tout instant, nous ayons une cartographie précise de qui détient quoi, quelle espèce et en nombre. Oui, oui. On reviendra tout à l'heure. J'aimerais savoir quels exactement sont les risques encourus, mais tout à l'heure, parce que je voulais d'abord vous demander, d'après vous, donc on a vu l'organe législatif, mais est-ce qu'il y a un rôle, il y a forcément un rôle pour le secteur privé dans la prévention du trafic d'animaux sauvages? Qu'est-ce que vous voyez comme rôle pour le secteur privé, Guillaume? Alors, on peut entendre beaucoup de choses par le secteur privé, mais c'est vrai que, par exemple, nous, en tant que vétérinaires, on va effectivement recevoir en consultation un grand nombre d'espèces diverses et variées. Alors, on a notre activité de centre de soins, mais on a également une activité à l'école vétérinaire, notamment de consultation de ce qu'on appelle les NAC, les nouveaux animaux de compagnie. Et on se rend compte que finalement... Excusez-moi, les nouveaux animaux, les serpents... Alors, les nouveaux animaux de compagnie, on va dire que c'est tout ce qui n'est pas du chien et du chat et qui peut être détenu comme animal de compagnie. Alors, même si cette appellation peut être critiquable, elle est bien pratique parce qu'elle est un petit peu fourre-tout, on y met tout. Le NAC le plus populaire reste le lapin. Hein, donc, ce n'est pas vraiment un nouvel animal de compagnie. Donc, ça va... Alors, dans ces NAC, il y a des espèces qui ont un statut d'espèces domestiques. Donc, qui peuvent être détenues librement sous certains effectifs, à condition de ne pas forcément de faire de la reproduction et de les vendre. Le hamster, un grand nombre de petites espèces, le furet, le cochon d'Inde, etc. etc. Certains oiseaux, la perruche ondulée par exemple, le canari, sous certaines formes, sont des espèces domestiques. Et puis on a une grande partie des espèces qui ne sont pas considérées comme des espèces domestiques, qui sont des espèces sauvages, qui sont soumises à une réglementation bien particulière, et pour lesquelles effectivement il y a des quotas de détention et qui vont... on va pouvoir détenir ces animaux à condition d'avoir soit un certificat de capacité, comme l'expliquait David Dennett, soit éventuellement simplement une déclaration de détention faite auprès des services vétérinaires, soit certaines espèces peuvent être détenues librement, sans autorisation, parce qu'on considère que ce sont des espèces qui ne présentent pas de danger, qui ne sont pas menacées. Par exemple, le python royal, Python regius, c'est une espèce dont on peut détenir quelques spécimens sans avoir aucune autorisation particulière. Et donc le secteur privé à ce niveau-là, il a un rôle dans le sens où il doit, à mon avis, sensibiliser les propriétaires, les futurs propriétaires, lors de l'acquisition d'un animal comme ça, d'une part, bien entendu, de son statut de protection et des nécessités réglementaires à sa détention, mais également, et nous, c'est notre rôle en tant que vétérinaire, de sensibiliser les gens à ce que ça implique d'avoir tel animal chez soi, parce que beaucoup d'animaux, malheureusement, se retrouvent ensuite dans la nature, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, et peuvent avoir différentes
différents rôles dans des perturbations de la biodiversité, de l'écosystème, voire, pourquoi pas, avoir des impacts sur l'agriculture, sur l'économie, etc. Donc le secteur privé a un rôle de sensibilisation, à mon avis, extrêmement important. Et d'ailleurs, je parlais du rôle de centre de soins dans la réhabilitation d'animaux sauvages, mais finalement, ce rôle du centre de soins, il est relativement mineur. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait de relâcher 300 hérissons par an qui va, a priori, changer quelque chose aux populations de hérissons. Il faut être pragmatique, et malheureusement, c'est le cas. Par contre, de sensibiliser les gens au fait que c'est normal de trouver un hérisson chez soi, que ce n'est pas une espèce domestique, que c'est une espèce protégée, qu'on ne peut pas la détenir, leur expliquer quelle est la biologie normale d'un animal. On a beaucoup de gens qui nous appellent parce qu'ils sont surpris de trouver une fouine, un hérisson, dans les rues de Toulouse. C'est normal, on vit avec ces animaux-là, mais les gens l'ignorent. Donc notre rôle, c'est énormément de sensibiliser les gens et de leur expliquer qu'une cohabitation avec la nature est normale, qu'il y a des espèces sauvages qui vivent autour d'eux, que certaines espèces sont là normalement, que d'autres espèces ne le sont pas, et quelles espèces ils ont le droit de détenir librement ou non. Quand on parle de détenir, je sais que ça va intéresser, quand on parle de détenir un hérisson, on a le droit de nourrir un hérisson? Alors, réglementairement parlant, il n'y a rien qui nous interdit de nourrir un hérisson. Ça, c'est plus d'un point de vue, on va dire, éthique et sanitaire que la question peut se poser. Le fait de nourrir un hérisson, par exemple, va le rendre d'une certaine manière dépendant de la personne qui va le nourrir. Et donc, un hérisson, s'il est là, a priori, c'est qu'il a choisi d'être là, et c'est qu'il considère que dans son environnement proche, il a les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins. À quelques exceptions près, c'est vrai qu'il y a certaines périodes de l'année, par exemple des grosses périodes de sécheresse, qui vont faire que l'animal ne va pas trouver d'eau. Donc là, mettre une coupelle d'eau dans son jardin pour permettre à un hérisson de venir boire, pourquoi pas. Mais aller nourrir un hérisson de façon permanente, tous les jours, c'est comme de mettre des mangeoires pour les oiseaux toute l'année. Ce n'est pas à faire, ce n'est pas recommandé, parce qu'on va rendre dépendants les animaux de l'homme, d'une part, et puis on peut éventuellement créer certains problèmes sanitaires. Par exemple, il a été prouvé que le fait de nourrir les oiseaux avec des mangeoires extérieures, ce que font beaucoup de personnes l'hiver, ça peut se justifier à certaines périodes de l'année quand il est extrêmement froid, etc. Ça va créer une concentration normale d'oiseaux et ça va permettre la transmission d'agents pathogènes entre les oiseaux, et c'est connu comme étant un facteur de risque de l'apparition de certaines épidémies au sein de la faune sauvage. Oui. C'est des éléments auxquels on ne pense pas forcément. Non, pas forcément. Mais donc, quand on parle de détenir, par contre, c'est par exemple retenir en cage. Détenir, ça veut dire se l'approprier, c'est-à-dire considérer qu'on est son propriétaire. Or, la faune sauvage n'appartient à personne. Non. Ou bien à nous tous. Normalement, elle appartient à personne. C'est en fait. Bénéfice de tous. Oui, c'est la notion, enfin, dans la législation française, il y a la notion de res nullius et res propria. Donc ce qui est dans votre propriété, res propria, donc vos animaux domestiques, et la faune sauvage, effectivement, n'appartient à personne par définition. Donc on ne peut pas se l'approprier, en tous les cas, par tous les moyens. Voilà. Oui. En soi, quelqu'un pourrait détenir un hérisson, mais il devrait obtenir un certificat de capacité. Donc c'est-à-dire que c'est une procédure assez complexe, il fait un dossier à monter, etc., etc. Et de toute façon, ça ne se fera pas automatiquement. Il faudra qu'il y ait le bien fondé de faire ça. Alors, des personnes comme par exemple moi, j'ai un certificat de capacité, mais qui me permet, mon certificat de capacité m'autorise à soigner des animaux sauvages pour les réhabiliter à la faune sauvage. Je n'ai pas le droit de détenir un hérisson à titre personnel pour le garder chez moi, bien entendu. Oui. Voilà. Il faut bien faire la part des choses. Et Brian et David, un point de vue sur le secteur privé, le rôle du secteur privé? Alors, ou pas, oui, ça dépend. Alors ça dépend sur quels aspects, sur quels aspects de détention. Si on parle d'espèces vivantes, si on parle de parties, de toute ou partie d'espèces ou d'exploitation de ces ressources-là, c'est encore des notions vraiment différentes. Moi, en tout cas, ce que l'on peut dire sur le secteur privé lié à la préparation à la vente des espèces, les conditions de toute manière n'ont fait que se durcir globalement. Je veux dire, c'est-à-dire que la législation, ces 30 dernières années à peu près, je dirais depuis le début des conventions et ensuite la législation nationale a très largement suivi, n'a fait que commencer à protéger d'une part les espèces les plus menacées, mais c'est une manière un peu empirique de fonctionner, un petit peu aussi au départ, et ça a augmenté. Par contre, les conventions de Washington, elles ont un rôle assez différent, différent et complémentaire, c'est qu'elles sont là, et ça a été très très bien expliqué, elles sont là pour accompagner et pour encadrer la commercialisation, que ce soit d'espèces vivantes. Donc là, il y a une vraie commercialisation, et il y a une vraie manne financière
qui existent autour de la vente et de la commercialisation des espèces vivantes, de la détention des espèces vivantes. On revient sur un point qui est intéressant du coup avec ça, c'est que si on regarde bien, on voit très peu de détention d'espèces faune françaises. Véritablement, très peu. Pourquoi ? Parce que la faune française est protégée, relativement fortement protégée par la législation nationale, raison pour laquelle il est quasiment impossible pour un détenteur privé et pour le secteur privé de vendre. Vous ne trouverez jamais à la vente du reptilien français. C'est tout à fait impossible. Donc les seules détentions possibles se font par des organismes un peu comme nous, ça peut être l'INRA, enfin, des organismes en tous les cas, qui ont vocation à la recherche sur ces espèces-là. Vous n'avez pas de commercialisation de ces espèces-là. Donc ça, c'est aussi pour expliquer qu'il y a plutôt une emprise très forte et une commercialisation forte sur des espèces dites exotiques, oui. Plutôt que sur de la faune sauvage française. Ça, c'est un point important. Donc, de mon point de vue, en tous les cas, je pense notamment à des confrères qui seraient du secteur privé, puisque là, on fait le tour de ce qui est exploitable ou ce qui a pu être fait autour des espèces sauvages. Il est évident que, et ça fait partie parfois de leur revendication aussi, vis-à-vis des autres pays européens notamment, il est évident qu'il y a que la part de la législation nationale joue de manière très très différente dans le cas de la commercialisation. Je m'en explique, par exemple en Allemagne ou en Suisse. Donc pays suisse, un peu un cas particulier, mais quand même signataire des conventions de Washington aussi. Pays tiers dans l'Europe. Donc pays tiers, mais qui parfois s'accommode un peu parfois de l'application, on va dire, en faveur de la législation nationale, qui peut parfois être un petit peu, on va dire, pas en désaccord, mais en tous les cas, sur des points de vue un tout petit peu plus nuancés. Et dans ces pays-là, notamment, il y a possibilité d'aller chez un vétérinaire, de passer. Donc, on passe par une décision et une expertise. Et la détention par un particulier de la découverte d'une espèce protégée, qui serait la même qu'en France, une espèce protégée, je sais pas, par exemple, ça pourrait être une chouette hulotte, par exemple, ou une chouette effraie trouvée sur le bord de la route, une espèce qui a dramatiquement, dans les effectifs, ont dramatiquement chuté par rapport à ces cas d'accident. Eh bien, en Allemagne ou en Suisse, vous pourriez être détenteur légalement de cet objet-là et le faire naturaliser et le détenir à titre personnel. Donc ça, c'est aussi pour vous dire qu'il y a des nuances, et c'est là où j'ai pas une question, mais tandis qu'en France, on ne peut pas. Bien, voilà, tandis qu'en France, on ne peut pas. Et c'est là où moi, j'ai aussi, j'en profite aussi pour solliciter David Danette, parce que on sait avec Internet et avec les développements des réseaux sociaux et de la commercialisation sur les réseaux sociaux qu'on a fait tomber un certain nombre de murs, en tous les cas qu'on a facilité extrêmement les mouvements et les déplacements de ces formes de commercialisation, de vente. Et moi, je le vois régulièrement parce que j'essaye d'y jeter un œil, notamment par rapport à ma profession, et je vois que l'on trouve très très régulièrement et très facilement des espèces qui, sur le territoire national, sont protégées, détenues et naturalisées et proposées à la vente dans d'autres pays tiers de l'Europe, avec des autorisations qui ne permettent pas normalement, légalement, une appropriation sur le territoire national. Donc, on a des cadres comme ça où vous voyez que le cadre national, ou parfois qui n'est pas encadré par les conventions de Washington, parce que si vous n'avez pas une commercialisation ou une pression qui est exercée sur une espèce, elle n'a pas de raison à être encadrée par les conventions de Washington. Elle ne le devient, si vous voulez, si on prend l'ornithorynque, je doute qu'il soit sur les conventions de Washington. Il n'y a pas de commercialisation de l'ornithorynque, pas plus que le décement des Pyrénées, si vous voulez, qui lui est protégé, mais il ne va pas être replié aux conventions de Washington. Personne ne commercialise ou personne ne vend. Si ça devait se développer, alors peut-être que oui, la situation pourrait évoluer. Changer de catégorie, mais oui. Vous voyez qu'en fait, on va dire de cette non-harmonisation nationale des législations, ou en tous les cas, une législation européenne qui laisse une part forte aux différentes nations de la communauté européenne à légiférer sur la partie qui concerne les questions d'environnement et pas seulement, mais des espèces protégées. On voit que sur le plan du commerce, ça peut aussi engendrer un certain nombre de problèmes. Enfin, c'est en tous les cas des choses que j'ai pu je reviens sur le secteur privé. C'est vrai que effectivement, on voit aussi d'ailleurs cet échange d'animaux vivants aussi, notamment via les réseaux sociaux ou les sites de vente de particulier à particulier en ligne.
il y a des ventes d'animaux qui normalement sont interdites sous ce format-là et qui se font énormément. Donc ça, c'est quelque chose pour lequel le secteur privé a une certaine responsabilité et se doit vraiment de réguler. Et on voit aussi des choses toutes banales. On parlait tout à l'heure de nourrir un hérisson, de nourrir un écureuil, par exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu, je ne citerai pas le nom, mais une grande chaîne de jardinerie qui avait des rayons entiers où ils proposaient des aliments pour les hérissons et pour les écureuils. Oui. Même des maisons pour voilà. les hérissons. Ce qui, voilà, maison pour les hérissons, ça peut se discuter encore, et notamment, par exemple, des organismes comme la Ligue pour la protection des oiseaux vont favoriser, vont aider les gens à faire de leur jardin un lieu accueillant pour que les animaux puissent s'y installer. Mais nourrir volontairement encore des animaux et vendre sciemment des aliments pour nourrir des animaux, c'est d'une certaine manière dire aux gens aussi, ces animaux vous appartiennent et vous pouvez les détenir. Et donc là, le secteur privé a vraiment un rôle important à jouer à ce niveau-là, à mon avis. Après, le secteur privé, moi je vais le distinguer en deux parties. Il y a le secteur privé qui vit d'une rémunération sur le commerce des espèces. Alors, un commerce tout à fait légal. Nos grandes maisons de couture utilisent beaucoup de matières de serpents, de crocodiliens pour faire du sac à main, des chaussures, des objets de maroquinerie. Et donc, ont une obligation et sont très scrupuleux à obtenir légalement, avec tous les documents afférents à la Convention de Washington, les espèces qu'ils achètent pour les transformer et les revendre. Le secteur privé, quand il se trompe et qu'il n'est en méconnaissance totale de la réglementation, peut se retrouver du jour au lendemain avec sa marchandise saisie aux frontières parce qu'il n'y aura pas les documents qu'il faut. Là, pour exemple, il y a 15 jours, un fabricant de montres qui envoie une montre à son client américain, la montre et le bracelet en crocodile, 20 000 €. Aucune déclaration faite au titre de la Convention de Washington pour le transfert de cette marchandise réexportée vers les États-Unis de la France. La montre a été tout simplement saisie. Perte sèche, 20 000 €. Plus les amendes forfaitaires, probablement que les Américains et que nos collègues de la Convention de Washington aux États-Unis ont dû appliquer à travers leur service de douane et notre bureau, et les bureaux CITES. Donc, ils peuvent payer très cher le prix de cette absence d'autorisation qu'ils n'auraient pas demandé. Et après, dans le secteur privé, il y a le secteur du particulier. Alors, l'achat impulsif, on ne va pas en parler, mais beaucoup de gens achètent des animaux que l'on retrouve malheureusement échappés, perdus dans des centres de soins et que l'on doit gérer au jour le jour. Pendant qu'on s'occupe de ça, on est moins sur le trafic aussi, parce qu'il faut replacer ces animaux, il faut rechercher les propriétaires. Et parfois, les achats sont tellement impulsifs qu'on en oublie toute formule administrative et toute obligation administrative. Alors l'autre jour, un monsieur m'appelle et il me demande... Il était très embêté parce que il avait acheté un savana et son savana, il était venu de Russie et il avait payé une forte somme d'argent pour avoir cet animal. Savana. Alors un savana, c'est un petit animal. Oui, c'est vrai, nous, c'est du tout commun. Un savana, c'est un petit animal, c'est un croisement d'un chat et... d'un serval, je crois. D'un petit... Enfin, d'un petit félidé sauvage. D'un petit félidé sauvage. Et donc, ça donne un petit animal qui ressemble... un petit félidé avec de jolies taches noires sur fond roux, extrêmement attrayant parce qu'atypique, surdimensionné dans les premières générations. Et ce sont de gros animaux qui peuvent atteindre 5, 6, 7 kilos. Et il était tellement omnubilé par obtenir cet animal qu'il avait vu sur les réseaux sociaux et qui lui avait tapé dans l'œil qu'il en a oublié à l'importation toute formalité administrative. Or, cet animal, aujourd'hui, il ne le conservera pas. L'animal a été saisi et il sera replacé, probablement pour de la présentation au public, dans un établissement où il sera expliqué l'histoire de cet animal pour sensibiliser le public par rapport à ça. Donc, acheter des espèces de la faune sauvage quand on est un particulier, pourquoi pas, bien réfléchir à l'investissement qu'on fait et ne pas s'arrêter uniquement au « elle est jolie la tortue, il est beau le serpent, l'araignée me fascine », se poser des questions aussi au-delà de régime de détention. Les services vétérinaires sont là pour répondre. Ils ont cette action à gérer. Et ils la gèrent tous les jours. Des demandes importantes sont déposées dans tous leurs services. Et puis, quand on fait un acte de commerce qui passe les frontières, on se retourne vers les DREAL pour tous les animaux exotiques et les bureaux de convention de Washington de ces DREAL pour s'assurer, par écrit, avec un échange mail, des obligations administratives. L'administration répond, elle répond vite, parce qu'on sait que ce sont des échanges dynamiques, c'est de l'argent qui va très vite. C'est souvent, on est souvent très, très poussés par des gens en quelques jours parce qu'ils se sont décidés
d'investir dans un petit félin ou un petit oiseau. Et on leur rappelle à l'ordre de leur dire attention, il y a des réglementations nationales qu'il faut respecter. Alors, Monsieur Dupont qui fait venir de Suisse son piano en France, nous en avons souvent, y compris dans cette région Occitanie. Eh bien, il est soumis à autorisation convention de Washington. Elles sont préalables. S'il ne demande pas les permis avant, eh bien, piano. Pour son piano, parce que les touches d'un piano sont souvent en ivoire. Ah. Et donc, cet ivoire est concerné par la Convention de Washington. Nous avons, par exemple, des meubles en bois de rose qui sont concernés par la Convention de Washington. Les importateurs de ces meubles-là, qui les font venir d'Inde, sont soumis à des obligations d'obtention des permis de nos services. Voilà. C'est vrai qu'on y pense encore moins. Alors, on y pense moins, mais il faut y penser. Voilà. C'est très important. Et pour revenir dans ces histoires de ces animaux qu'on retrouve ensuite dans la nature, est-ce qu'on sait les proportions de pertes et d'abandon? Alors malheureusement non, c'est vrai qu'on se rend quand même compte qu'on reçoit davantage d'animaux juste avant les vacances ou au début des vacances. Là, pour vous donner une idée, on reçoit à peu près, l'année dernière, on a reçu 2500 animaux, toutes espèces confondues, et parmi ces animaux-là, il y a à peu près 10%, donc 200-250, qui étaient des animaux exotiques. Oui, donc là, on est sur de l'abandon. Et donc, c'est de l'abandon. Alors, parfois, c'est clairement de l'abandon. Je me rappelle notamment en forêt de Bouconne, à une semaine d'intervalle, 2 gros serpents qui ont été trouvés exactement au même endroit. Donc, quelqu'un les avait déposés là. Après, par exemple, sur des oiseaux, on peut plus penser à des échappées qu'à des abandons. Mais c'est très compliqué de le savoir en général. Oui. Et ce qui est, souvent, on n'arrive pas à retrouver les propriétaires. Même si l'animal est identifié correctement, on a beaucoup de mal ensuite à retrouver les propriétaires. C'est ce qu'expliquait David, c'est extrêmement chronophage aussi, parce qu'en fait, c'est des actions pour retrouver un propriétaire, replacer un animal qui nous prennent du temps sur le temps qu'on pourrait consacrer à sensibiliser les gens justement à ce type de problème-là. Mais on ne sait pas effectivement. Alors, on sait aussi qu'il y a des animaux maintenant qui sont trouvés dans la nature qui sont capables d'y vivre. Des animaux exotiques qui sont capables d'y vivre. On a parlé de tortues serpentines, mais un des exemples les plus connus, c'est la tortue de Floride. Pour les Toulousains, ils ont vu, je pense, tous des perruches à collier ou beaucoup des perruches à collier passer dans les rues de Toulouse. Ces 2 espèces-là, la tortue de Floride et la perruche à collier, sont des espèces qu'on appelle exotiques envahissantes, qui ne sont pas des espèces qui sont naturellement présentes en France, mais dont les populations sont très bien établies en France, elles vivent très bien et peuvent rentrer en compétition avec d'autres espèces, voire causer des problèmes sanitaires, pourquoi pas. Et pour revenir au NAC, donc aux nouveaux animaux de compagnie, quand on veut en acquérir un, est-ce qu'il y a un site web ou une ressource particulière vers laquelle se tourner pour savoir comment s'y préparer, quelles sont les dispositions, quels sont les équipements? Il y aurait 2 points d'entrée, à mon sens. Le premier point d'entrée, c'est les services vétérinaires, les directions départementales à protection de population, qui sont en charge de l'application de l'arrêté du 8 octobre 2018, visant à dire, selon l'espèce et selon le nombre de spécimens de l'espèce concernée que l'on veut détenir, quel est le régime d'autorisation qui est concerné. Ces démarches doivent être impérativement faites préalablement à l'acquisition d'un animal et aussi préalablement à l'acquisition pour s'assurer que les services vétérinaires puissent vérifier le nombre de spécimens d'autres espèces éventuellement déjà détenus. Parce que détenir un perroquet gris du Gabon ou détenir 20 haras Macao, c'est 2 choses différentes et c'est sujet ou à déclaration ou à autorisation de détention. On peut prendre l'exemple aussi des tortues d'Hermann, par exemple les tortues grecques, là, 2 espèces de tortues terrestres très très communément détenues. Il est nécessaire pour avoir un individu de cette espèce-là, il faut déposer une déclaration qu'on appelle une déclaration de détention auprès des services vétérinaires. Mais si vous détenez plus que 6 individus ou des individus de la même espèce mais de sexes différents ensemble, et ben là vous êtes obligé d'avoir l'étape au-dessus, donc ce qu'on appelle un certificat de capacité. Donc en fait, il est nécessaire, et là effectivement les services vétérinaires vont pouvoir arbitrer et dire vous détenez déjà tels individus, vous n'avez pas le droit de détenir cet individu en plus. Et ça c'est des choses que la plupart des gens ignorent. Et d'ailleurs quand on parle de tortues, effectivement beaucoup de gens ont des tortues chez eux, les reproduisent même, parfois involontairement, parce que le climat de la région Occitanie permet que les animaux puissent se reproduire naturellement, et vont aller librement distribuer des animaux. Alors en soi, l'impact, il est discutable, mais par contre, il y a des gens qui, pris d'une bonne conscience, vont se dire « je vais relâcher les animaux dans la nature parce que je vais comme ça faire un geste pour la nature ». En fait, c'est presque contre-productif parce qu'on introduit des animaux qui, génétiquement, sont différents
possiblement d'animaux près des populations sauvages de la nature ou qui vont introduire des agents pathogènes, etc. Donc voilà. Et au-delà de l'aspect législatif, mettons que quelqu'un a acquis les autorisations nécessaires pour savoir comment s'y prendre. Alors, pour savoir comment s'y prendre, le mieux, c'est presque de contacter son vétérinaire et d'aller demander à son vétérinaire. Alors, tous les vétérinaires ne sont pas spécialistes de toutes les espèces, bien entendu, mais enfin, en général, le maillage est suffisamment bien fait pour qu'on connaisse chacun des experts de telle ou telle espèce. Les animaleries sont censées normalement pouvoir aussi donner ces conseils-là. Alors, je dirais que malheureusement, c'est assez variable, ça. Ça dépend vraiment des compétences personnelles des personnes travaillant dans ces secteurs-là. Mais normalement, les vétérinaires sont capables de donner des conseils sur les bonnes conditions de détention, sur des aspects sanitaires, etc. Les vétérinaires ne se substituent pas à la DREAL, à l'OFB, au service vétérinaire en termes de réglementation. Ce n'est pas notre rôle. Mais par contre, effectivement, on peut donner des conseils sur... Et typiquement, le grand exemple et le grand classique pour nous, c'est notamment des tortues ou des reptiles qui sont détenus sans chauffage correct, sans fourniture d'ultraviolets correcte, etc., etc. Et des animaux qui nous sont amenés. La plupart de la pathologie qu'on rencontre sur les NAC, c'est de la pathologie liée à des mauvaises conditions de détention. Des animaux qui ne sont pas nourris correctement, qui ne sont pas détenus dans des bonnes conditions, etc. Même sur le lapin, beaucoup de gens croient encore que c'est bien de donner une carotte par jour à son lapin. Non, normalement, il faut donner 2 rondelles de carottes par semaine à son lapin maximum. Donc voilà, les gens ne le savent pas. Alors que c'est vrai que pour un chien ou un chat, il y a moins d'erreurs qui sont faites, heureusement, même s'il y en a toujours. Mais... Oui. Ce qu'il faut rappeler, c'est que nous, les Européens, au sens des 28, bientôt 27, puisque nous savons que le United Kingdom va sortir de l'Europe, nous sommes des consommateurs importants d'espèces CITES. C'est parce qu'il y a de la demande en Europe, en France, dans la région Occitanie, par exemple, c'est parce qu'il y a de la demande de commerce qu'il y a du commerce. Nous, par exemple, notre bureau est en charge de la gestion d'un des plus gros importateurs de corail français, qui, après importation de son corail vivant sur le territoire national, après le passage de douane, après la visite sanitaire des représentants des services vétérinaires à l'aéroport, ce corail repart, après quelques jours de stagnation pour des histoires de quarantaine, repart sur tout le territoire communautaire afin d'être vendu à des particuliers qui sont intéressés par la détention de poissons et d'aquariums, par exemple. Nous avons aussi, dans notre région, un commerce important, relativement important quand même, concernant la maroquinerie. On importe des peaux de pécari qui viennent du Pérou. Ces peaux sont transformées en Europe par l'Allemagne, qui est en fait l'importateur, recirculent vers la France dans notre région, la région de Millau, qui est une région qui a une activité forte sur cette production de maroquinerie, que ce soit des gants ou des petits objets manufacturés. Et ensuite, tous ces gants, ces paires de gants, repartent en vente quasiment exclusive vers le Japon, qui est très très friand du savoir-faire français en matière de fabrication de maroquinerie. Et aussi, vendre CITES ou acheter CITES, pour beaucoup, c'est acheter de la qualité du luxe. Parce que ça a été contrôlé. Et donc, si ça a été contrôlé, ça ne fait pas partie de débouchés illégaux. Ça n'a pas pillé dans les stocks de spécimens vivants, parce que quand on vient trafiquer sur une espèce dans un pays, on vole l'économie locale du pays, on vole ce qui permet aux populations de survivre, on vole tout l'attrait touristique qui fait qu'on va dans un pays pour voir des animaux. Si on abat tous les éléphants sur une superficie d'un pays qui présente des éléphants à des touristes qui viennent faire des safaris photographiques, eh bien évidemment que si le commerce illégal met à terre l'ensemble de ces espèces, alors éléphants, tigres, rhinocéros, pour citer les plus emblématiques qui parlent au public, eh bien, nous finirons par ne plus avoir rien à voir. Et les populations locales de ces pays, outre le fait qu'on ait volé leurs espèces vivantes, ni plus ni moins, se retrouveront sans aucune activité économique leur permettant de survivre dignement. Donc c'est très important, nous consommateurs, CITES, de faire extrêmement attention et ne jamais oublier que nous sommes en Europe des consommateurs, d'où une réglementation européenne plus stricte que la Convention de Washington pour ce qui est des échanges commerciaux. Et c'est un gros succès de communication que d'être assimilé à une marque de qualité. Bien sûr.
C'est malheureusement, tout passe par la capitale. Et si on peut être estampillé, étiqueté comme ça, je pense que... Bien sûr. Oui. Acheter un produit, quand c'est du crocodilien, bon, je cite le crocodilien, mais ça pourrait être bien d'autres choses. Dès lors que les formalités CITES ont été faites et que tout est passé en douane conformément à ce que la réglementation exige et au contrôle exigé, eh bien, effectivement, on achète un produit qui a été contrôlé. Donc, on en est d'autant plus fiers. Alors, nous, nos grandes marques françaises qui fabriquent des objets de luxe l'ont compris et sont extrêmement vigilantes. Nous avons des bureaux convention de Washington locaux en France qui travaillent beaucoup sur la maroquinerie, le bracelet de montre, le sac à main, la ceinture, pour des grandes marques. Des allers-retours se font régulièrement pour les bracelets de montre avec la Suisse, par exemple, où le bracelet va être envoyé et la montre sera montée en Suisse et reviendra sur notre territoire pour repartir ensuite au commerce international. Tout ça avec peu ou pas de marchandises saisies, parce que les formalités convention de Washington du contrôle de l'origine licite de ces espèces ont été vérifiées, approuvées par les différents services, que ce soit d'une DREAL qui a instruit ces autorisations, puisque c'est quand même le fond de notre métier, en passant par des contrôles éventuellement d'établissements qui ont été conduits par l'Office français de la biodiversité, et pour finir, le contrôle en frontière fait par les douanes du pays de départ et du pays d'arrivée. Oui, tout ce qui n'a pas été fait pour notre Américain tout à l'heure, qui a perdu ses 20 000 euros. Exactement. Oui. C'est un exemple exactement qui illustre la situation. Brian, une dernière question avant que nous passions aux questions du public. Au niveau individuel, plus largement, comment pouvons-nous protéger notre biodiversité locale ? Donc, on a bien compris qu'il ne faut pas y introduire des animaux qui y sont étrangers. Mais protéger la biodiversité locale, le muséum œuvre pour sensibiliser, je pense, à ce niveau-là. Oui, c'est une de ces missions importantes. Tout à l'heure, j'ai parlé des agents du service médiation du muséum qui sont, je dirais, un des premiers vecteurs des informations et de ce type d'information et de la sensibilisation aux questions d'environnement, que je n'appellerais pas forcément des questions d'écologie, mais d'environnement, puisque voilà, faut bien aussi utiliser les bons termes. Et c'est aussi un lieu où on apprend à s'approprier les bons termes et les bons réflexes, si possible. Alors, il y a beaucoup, il y a un cumul, il y a un ensemble de cumuls d'éléments qui font qu'on assiste à un effondrement des populations. C'est pas le trafic est le sujet d'aujourd'hui, mais c'est évidemment pas le seul élément. Si on prend, on en parle assez souvent avec d'autres de mes collègues, mais si on prend l'exemple de la France, du territoire national ou de l'Occitanie comme élément représentatif, on va voir que sur le territoire national, il y a un effondrement des populations, des espèces de la faune sauvage locale, qu'elle est effective, je dirais, et accélérée depuis à peu près le milieu des années 90. On peut prendre à peu près toutes les espèces les plus communes, comme la grive musicienne, par exemple, des petits turdidés, des oiseaux hivernants. En moyenne, vous verrez que la plupart des populations s'effondrent de manière plus ou moins significative. Ça peut aller jusqu'à 80% des populations de certaines espèces de passereaux. Donc on explique, on l'a fait notamment assez dernièrement par rapport à une exposition qui s'appelait sixième extinction, enfin l'extinction. Alors on va pas parler d'extinction de masse encore, mais d'effondrement de population. Donc ça c'est un fait, c'est-à-dire qu'on va expliquer ce qui se passe, ce qui est en train de se produire. À partir de là, il va falloir quand même expliquer aussi quels sont ces éléments qui nous conduisent vers cet effondrement des populations. Vous en avez plusieurs. On parle aujourd'hui donc bien évidemment de celui qui nous préoccupe, mais vous avez l'expansion de l'urbanisme. L'expansion de l'urbanisme et la France n'est pas du tout, c'est pas du tout un pays stabilisé de ce point de vue-là. C'est-à-dire que l'urbanisation augmentait bien plus vite que l'augmentation de la population, bien plus vite. Donc on a beaucoup plus de centres commerciaux, il y a une pression toujours du capital, parce que c'est en fait l'essentiel, il est bien de comprendre que ça vient de là, c'est l'expansion du capitalisme et une globalisation d'un mode de fonctionnement économique à l'international qui nous font avoir partout les mêmes phénomènes et les mêmes conclusions à peu près. Donc l'effondrement massif des populations, elle est beaucoup liée en milieu rural à une agriculture intensive, extrêmement liée à ça, et
on va dire, aux difficultés aussi aux législateurs à prendre un certain nombre de décisions vis-à-vis de cette pression-là économique du capital. Donc il ne faut pas se leurrer. Ce qui est valable ou ce qui est vrai sur le plan d'un territoire localement ne l'est pas forcément je sais pas, dans un pays d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine. Donc on ne peut pas superposer les choses. Évidemment que, je ne sais pas, il y a certainement dans quelques territoires où il y a par exemple une pression sur le rhinocéros, on se doute bien que le maximum doit être fait pour continuer à avoir quelques individus pour ne pas perdre cette possibilité de retrouver une population un niveau de population plus normal, enfin, en quelque sorte. Nous, on est dans un environnement totalement anthropisé où la vie sauvage continue à prendre cours comme elle peut, du mieux qu'elle peut. Voilà. Donc ça, il faut essayer nous, notre rôle, c'est d'expliquer cet état des lieux global. Et à partir de là, comment peut-on, chacun, effectivement, si on est propriétaire terrien déjà, c'est-à-dire on en parlait tout à l'heure, Guillaume en parlait tout à l'heure, quand on est propriétaire terrien, même si c'est juste un petit bout de carré, 1000 mètres carrés de jardin ou quoi, qu'est-ce que l'on peut faire à notre niveau pour favoriser la diversité de la faune sauvage? Quels sont les petits ouvrages, quels sont les accompagnements que l'on peut avoir pour rendre, par exemple, la première des choses, c'est diversifier le végétal. C'est la compréhension de tout. Toute vie animale démarre grâce au végétal. Et donc, on respecte le sous-sol, le sol, ça c'est la problématique de l'agriculture intensive. On respecte le sol et les sous-sols. On a une diversité végétale qui prospère ou pas en surface, ou qu'on arrive à équilibrer dans les modes de fonctionnement, dans les modes d'agriculture. Et à partir de là, va profiter une diversité de la faune sauvage animale. Donc ça, c'est la première des compréhensions. Comment je peux participer à cette diversité-là? Et ensuite, quels sont les gestes au quotidien? Alors, on n'a pas parlé du recyclage, on n'a pas parlé d'un tas de choses comme ça. La France n'est pas très, très, très en avance sur toutes ces questions-là. Il n'y a qu'à voir, aller dans d'autres pays, vous verrez le nombre de conteneurs différents et d'implication des populations localement à valoriser leurs déchets, notamment. Je pense qu'on n'est pas non plus les pires. Non, on n'est pas. Non, bien sûr, mais mais on peut faire encore. Je pense qu'on peut faire beaucoup d'efforts. Il faut toujours faire mieux. Mais... Voilà. Donc il y a toute cette peut-être compréhension plus globale que l'on va peut-être pouvoir aussi apporter pour avoir une compréhension plus globale et pour savoir sur quelle ficelle ou sur quels éléments je peux m'appuyer. Tout à l'heure, Guillaume parlait de sauver quelques hérissons. Effectivement, ça ne veut pas dire que l'on change la face des choses, mais on se rend compte quand même que la faune locale et la faune végétale autour des zones urbaines, périurbaines prend tout son essor dès lors qu'on ne traite plus, où on fait attention au traitement, et dès lors qu'on a un certain nombre de réflexes, et dès lors qu'on fait attention au fait que la vie existe autour de nous. Donc, vous voyez, cette sensibilisation à la fois à la connaissance de ce qui nous entoure, et bien évidemment au respect, parce que si on ne connaît pas, on ne sait pas comment respecter, ou on ne sait pas changer ses comportements. Oui, donc voilà, je dirais. On a des leviers quand même. Il y a des leviers, évidemment. Il y a énormément de leviers, évidemment. Bon. Oui. Bon, merci beaucoup. Je suis désolée de vous couper court, mais on a des questions du public. C'est Myriam Ouertani du Muséum qui va se faire porte-parole, qui est hors champ. Mais Myriam, je pense que vous avez des questions pour nous. Allez-y. Oui, bonjour Vanessa, et merci à tous les internautes qui ont maintenu leur intérêt en ligne. On a eu quelques soucis techniques, donc merci beaucoup. Plein de questions sont arrivées. Donc on va peut-être faire des réponses courtes car on a encore peu de temps. Donc la première, je vais la lire dans l'ordre, de Valentin. Que pensez-vous de l'arrêté du 8 octobre 2018 qui permet de détenir de très nombreuses espèces sauvages, y compris des espèces très rares et protégées, sans aucune formalité ou sur simple déclaration? Alors, tout le monde me regarde parce que la représentation de la réglementation, effectivement, ce serait une question qui serait intéressante aussi de poser aux services vétérinaires, puisque ce sont ces directions départementales qui sont en charge de l'application de l'arrêté du 8 octobre 2018. Pour faire simple, cet arrêté a quand même été rédigé avec des experts, des gens compétents, qui ont un certain recul. Alors, il est bien sûr toujours perfectible, on peut toujours s'améliorer dans les textes, mais d'une façon générale, nous avons relevé un certain nombre de petits problèmes sur l'arrêté, bien évidemment, comme tous les arrêtés qui paraissent. Néanmoins, il répond
clairement à une demande en genre et en nombre des espèces qui peuvent être tenues avec ou sans autorisation ou simple déclaration. Bon. Après, il faut que les gens se prennent en charge. On ne prend pas 10 migales parce qu'on aime les araignées sans se former derrière et sans avoir les contenants dévolus à une détention qui permettra d'éviter tout incident. Bon. Donc, je ne répondrai pas plus dans cet arrêté parce qu'il est très long. La liste d'espèces est extrêmement importante et je ne suis pas ensuite un spécialiste de la détention pour dire que tel ou tel animal, il aurait fallu avoir des normes plus strictes pour les détenir que d'autres. Ça sera un discours qu'il faudra avoir entre spécialistes, mais d'espèces. Ce qui n'est pas mon cas. Justin, donc est-ce que l'objectif, je ne sais pas si vous le savez, mais est-ce que l'objectif a été d'alléger justement le travail de contrôle et de répression? Est-ce que c'était ça l'idée derrière cette Non, arrêté? je ne pense pas, parce que de toute façon, quel que soit le texte qui va déterminer les conditions de détention des animaux, les conditions d'identification de ces animaux, il y aura toujours un travail de contrôle derrière, parce qu'il faudra toujours contrôler la norme. Est-ce que M. Dupont, qui détient 4 cigognes, 2 ratons laveurs et 3 éléphants d'Asie, les détient dans de bonnes conditions? Question des services vétérinaires qui ont en charge de répondre. Est-ce que ces animaux ont des enclos suffisamment importants qui permettent à la fois de sécuriser les animaux eux-mêmes et de sécuriser les gens qui les gardent? Oui, donc il reste il y a toujours une phase de contrôle. contrôle. Et puis nos services avec les services de l'OFB qui auront la charge de s'assurer de l'origine licite d'acquisition de ces animaux qui ne soient pas issus du commerce illégal. Merci beaucoup. Myriam, une autre question peut-être? Oui, Vanessa, Pascal demande comment se fait-il qu'on autorise tous ces NAC alors qu'on peut penser qu'ils amènent un risque de propagation d'agents pathogènes, surtout à l'heure des coronavirus? Ce qui nous ramène vers notre pangolin et vers Guillaume. Alors, du coup, je voudrais quand même relativiser, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai expliqué, la très grande majorité des NAC concernent des espèces domestiques. Et finalement, des arrêtés comme celui du 8 octobre 2018, de notre point de vue, ont plutôt eu un effet bénéfique dans le sens où, justement, on a peut-être moins d'espèces très exotiques qui sont détenues. Le commerce est, je dirais, peut-être encore mieux régulé et contrôlé qu'auparavant. Après, certes, il y a un risque, mais enfin, il faut quand même le relativiser. Le risque, il est quand même... Vous n'avez pas plus de risque d'avoir un lapin à la maison ou, on va dire, une espèce un peu plus exotique, je ne sais pas, moi, un gris du Gabon, par exemple, de risque sanitaire que d'avoir un chat qui va vous mordre parce et qui va vous transmettre une passerelle, une bactérie qui est très, très commune dans la bouche d'un chat. Donc, il faut relativiser, il n'y a pas un risque énorme par rapport à ça. Alors, certes, il y a des risques, mais le risque, il est plus sur des espèces qui vont... être justement s'échapper et puis développer des populations dans le milieu sauvage. Il y a un exemple qui est très connu de la part des gens qui travaillent sur la problématique des espèces exotiques envahissantes. C'est l'exemple par exemple de l'écureuil de Corée, l'Utamia de Sibérie, c'est la même espèce. Petit écureuil qui vit plutôt dans le nord de l'Europe et de l'Asie et dont des populations sont installées notamment par exemple en forêt de Sénart en Île-de-France. Et il s'avère que ce petit écureuil est un très bon réservoir de l'agent de la maladie de Lyme. Donc voilà, c'est un risque, mais ça reste relativement anecdotique quand même. Et pour compléter la réponse, alors là, du vétérinaire, du centre de soins de l'école vétérinaire de Toulouse, toutes les espèces exotiques dont l'internaute pose la question qui seraient importées ne sont pas importées uniquement sur la base d'un document administratif de la CITES qui dit import-export, tout est en règle. Si le service vétérinaire de l'aéroport, les points d'introduction frontaliers, dont par exemple ici en Occitanie, nous avons Toulouse Aéroport de Blagnac, qui est un aéroport, convention de Washington, puisque nous avons des contrôles CITES qui peuvent être faits, mais aussi et surtout, comme dans tous les autres aéroports, un point sanitaire qui est fait par un vétérinaire, des services vétérinaires qui travaillent à temps plein sur l'aéroport et qui a la charge de s'assurer que sanitairement, les normes communautaires ont été respectées. Donc, je ne dis pas que des animaux exotiques importés ne seraient pas porteurs de maladies, mais en tout cas, ils doivent répondre à une norme minimum qui est en charge et qui est instruite et vérifiée par les services vétérinaires. Donc, on n'importe pas n'importe quoi. Et ce n'est pas parce que le bureau CITES local de la DREAL Occitanie aurait délivré un permis d'importation pour 50 lézards, n'importe quel lézard, que le service sanitaire va dire « OK, vous passez ». Non. Le service sanitaire, il peut très bien dire pour la partie convention de Washington, je ne suis pas concerné, mais au titre sanitaire, ça ne répond pas à la norme, donc nous ne faisons pas rentrer. Alors, c'est comme ça, par exemple, vous avez des animaux morts qui rentrent souvent dans le cadre de la viande de brousse
Nous avons des gens de pays étrangers qui reviennent sur le territoire français où ils vivent et qui ont dans leur bagage, comme nous pourrions avoir dans les nôtres des foie gras quand on va voir nos amis américains ou canadiens, eux reviennent avec de la viande de brousse des régions d'où ils arrivent d'Afrique, par exemple, pour citer ce continent-là. Eh bien, cette viande de brousse ne répond pas aux critères de consommation de l'Europe et donc, quand elle est constatée, elle est saisie et détruite par les services de douane et en collaboration avec les services vétérinaires, bien évidemment. Et est-ce que, je sais qu'on a d'autres questions, mais est-ce que ces maladies zoonotiques sont plus courantes chez les NAC que chez les animaux domestiques? Non, pas du tout. Pas du tout, non, il n'y a pas de plus de maladies zoonotiques chez les NAC. Alors, après, effectivement, comme l'a dit David, il y a un contrôle sanitaire qui est effectué. Elles peuvent paraître plus importantes, mais pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, à savoir que peut-être que davantage de NAC sont mal détenus dans de mauvaises conditions, donc peuvent plus tomber malades. Mais on n'a pas plus de risques zoonotiques liés au NAC que liés à un chien, un chat, un cheval, une vache, un mouton. Donc il ne faut pas... Alors, les risques de transmission d'agents pathogènes de la faune sauvage à l'homme, ils se font plus à l'occasion de l'urbanisation, comme le disait par exemple Brian, du fait qu'on augmente les contacts entre la faune sauvage et l'homme par une urbanisation, par des animaux sauvages qui ne savent plus où aller et qui rentrent en contact de l'homme et des pratiques comme ça. Mais la détention de NAC, en tout cas en France telle qu'elle est, ça ne représente pas un risque sanitaire majeur. C'est important, merci. Myriam, une dernière question peut-être. Clément demande que doit-on faire si on trouve un endroit envahi par une espèce invasive? Faut-il prévenir un organisme particulier? Question très pratique. C'est une très bonne question qu'on va se partager à deux. Bien évidemment que nous avons pris en compte les espèces exotiques envahissantes dans notre échange d'aujourd'hui. Ces espèces exotiques envahissantes posent de réels problèmes sanitaires, la protection de nos milieux, puisque si on met une tortue exotique qui mange les tortues locales, forcément notre milieu s'appauvrit. Donc il y a des mesures qui sont prises et il y a deux administrations qui gèrent ce dossier. Les services sanitaires, encore une fois, qui sont en charge des espèces exotiques envahissantes, notamment pour autoriser la circulation, le transfert d'un lieu vers un autre lieu, etc. Et la politique plus générale de l'application de cette réglementation espèces exotiques envahissantes, où il y a un chargé de mission dans chaque DREAL qui est en charge de ce point-là. Donc, pour plus d'informations, moi, j'invite les internautes à se rendre sur les pages Internet des DREAL dont ils dépendent au niveau des régions, et ils auront normalement une entrée qui les conduira vers les espèces exotiques envahissantes et les interlocuteurs dévolus. Alors, c'est pas pour compléter, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit David. Je reviens simplement sur la question précédente, où je voulais simplement sensibiliser les personnes qui nous écoutent au fait aussi que, simplement, le fait d'avoir une hygiène et des règles sanitaires simples permet d'éviter aussi la plupart de ces maladies zoonotiques. Il y a un risque effectivement zoonotique qui est important, relativement important, c'est la transmission de salmonelle par les reptiles. Mais simplement le fait de se laver les mains après avoir manipulé son reptile permet de le prévenir et ça s'arrête là. Bon, en plus en ce moment on est quand même particulièrement sensibilisé à ces mesures sanitaires, mais ça doit être du bon sens en fait. Et la plupart du temps le bon sens permet de prévenir 95% de ces problèmes. Et juste donc pour revenir à la question de Pascal, je crois que c'était. Oui, Pascal. Voilà. Brian ? Oui, alors il y a beaucoup de choses à dire de ce point de vue-là, et notamment sur le plan environnemental. Il y a énormément de causes, on va dire, de causes différentes du constat qui peut être fait de la diversité d'une nouvelle faune non autochtone. On parle de faune non autochtone en termes de législation, ou d'espèces qui n'appartiennent pas au patrimoine national, donc qui ne figurent pas sur la liste des espèces qui existent, qu'on peut consulter. Ça comprend la faune guyanaise, donc il ne faut pas non plus s'étonner de voir une faune d'Amérique, et notamment pas que, il y a aussi les faunes d'outre-mer. Donc on retrouve une faune française, entre guillemets, extrêmement diversifiée et absolument pas uniquement liée au territoire métropolitain. Donc ça, c'est un point important, parce que ça veut dire aussi que possiblement on a des échanges au sein du territoire national qui concernent le monde entier. Déjà, en dehors, je veux dire, du cadre de NAC ou d'animaux qui viendraient d'autres territoires. On a le phénomène dont j'ai parlé un peu tout à l'heure de mondialisation, globalisation, de la commercialisation. On peut prendre un cadre des cas qu'on n'a pas cités ou très peu cités, parce que d'ailleurs en France je trouve ça un peu dommageable qu'on en parle très peu, parce que ça se voit pas. C'est ce qui se passe dans les cours d'eau, dans les rivières,
dans le milieu fluvial de manière générale. Si on prend l'exemple du canal ou de la Garonne, on parle de cas toulousains, on arrive à avoir une espèce, par exemple, qui est le black bass ou le sandre, qui est une espèce d'origine d'Amérique du Nord, 2 espèces d'origine d'Amérique du Nord, qui, elles, ont été introduites il y a plus longtemps, mais de manière sauvage, comme ça se fait encore aujourd'hui, pour des raisons d'intérêt piscicole. Et puis, on voit qu'il y a aussi une espèce qui, elle, est dite invasive, enfin, plusieurs espèces qui sont dites invasives, de la tortue alors serpentine qui est en train de gagner du terrain, mais on avait aussi de la tortue de Floride. Et on a quantité phénoménale d'écrevisses de Louisiane. Enfin, on a tout un tas d'espèces. Alors, certaines sont arrivées par bateau, accrochées à la coque de certains bateaux qui font des allées et venues. Ça, c'est le commerce à l'international. Donc vous avez, en fait, si vous regardez bien, il y a le cas du vison d'Europe. Et sans oublier toutes les plantes aussi. Et j'en parle pas que des... Voilà, en plus, on ne parle pas des plantes. Et encore, nous, il n'y a pas très longtemps, on a eu... c'est encore un autre élément, mais encore il n'y a pas si longtemps, on a eu des plantes pour les serres ici qui ont été achetées, commercialisées pour des serres dites tropicales, et où vous avez en fait eu des pontes. Il y a eu des pontes et des éclosions d'espèces d'insectes non autochtones. Et ça, c'est pareil. On n'en parle absolument pas, mais sur la faune d'insectes, ça a des conséquences extrêmement importantes. Donc, en fait, vous voyez qu'il y a une diversité d'éléments différents, mais que peut-être que massivement ce qui va produire des effets nocifs entre guillemets n'est pas forcément du tout lié à la détention ponctuelle de particuliers. Quand on prend le cas du vison d'Amérique avec le recul des populations de visons d'Europe dramatique, c'est un cas dramatique. Bon, c'est pas du tout de la détention liée à du particulier. Les écrevisses non plus, ce qui passe dans le milieu piscicole de manière générale non plus, etc., etc. Donc on voit que les conséquences les plus fortes ne sont quand même pas liées aux particuliers. Et donc Pascal, je crois qu'elle demandait vraiment quelque chose de concret. On a une invasion d'une espèce... je ne saurais pas en citer une, mais... Si on parle justement du vison d'Amérique, si on parle du vison d'Amérique, il est très largement piégé. Enfin, donc, c'est des pièges non tuants, justement, pour pouvoir faire cette sélection, donc ce qu'on appelle des boîtes à fauves. C'est des types de piégeages qui sont faits, comme sur le ragondin d'ailleurs aussi. Mais lui, c'est davantage, beaucoup plus aussi pour des raisons environnementales, parce qu'il dégrade aussi les digues, certaines parties, donc les ouvrages humains. Donc, on voit qu'en fait, il y a une régulation qui est faite des espèces, pour partie. Qu'est-ce qui est fait pour le libis sacré et le développement de certaines espèces comme ça qui étaient initialement détenues par des particuliers ou par des particuliers ou à la vente d'espèces, je dirais de canards ou d'oiseaux, par exemple comme l'ibis sacré, qui au départ sont des oiseaux d'ornement. Et puis on a aussi le cas du moineau du Japon, qui est un oiseau, nous on le voit avec le registre d'entrée des espèces donc, que je gère. On voit la diversité de ce que l'on récupère qui est issu du milieu naturel. On voit bien que de plus en plus, dans certaines parties de l'Occitanie notamment, on a des populations d'oiseaux, forcément, parce que ça a dû peut-être percuter une vitre, une baie. Donc on se met à voir qu'il y a dans une zone géographique 2-3 endroits avec du moineau qui n'est pas, moineau chopon qui n'est pas une espèce locale. Donc on assiste, nous, un petit peu sur le territoire d'Occitanie, avec le registre d'entrée et la récupération de ces dépouilles, on assiste à cette cartographie. Enfin, on arrive à commencer à poser une petite cartographie à la fois des zones accidentogènes et puis de ces populations d'espèces invasives qui commencent à prendre place de plus en plus. Alors l'ibis sacré, si vous allez dans l'Aude, donc sur le Narbonnais, dans ce secteur-là, c'est devenu dramatique. Alors après, il faut vraiment poser et mesurer quels sont les impacts sur la faune locale, mais c'est pas sans impact, évidemment. L'OFB, l'Office français pour la biodiversité, malgré dans le nombre important de missions qu'ils gèrent et de missions d'expertise notamment, cette question est abordée sur leur site. On peut renvoyer aussi les internautes sur le site de l'OFB qui s'intéressent et qui gèrent ce sujet pour la partie qui les concerne. Donc ne pas hésiter à aller puiser de l'information sur ces sites internet. Allez, une dernière question avec 2 minutes de réponse. Alors là, c'est la dernière qui arrive, c'est la question de Valentin. Que pensez-vous de l'implication de certains services de l'État dans le trafic d'animaux sauvages? Donc c'est une question qui sous-entend des choses, mais je la pose quand même parce qu'il y a 2 questions de ce type qui sont sur le rôle de l'État français dans le trafic d'animaux sauvages.
Alors, moi, je vais prendre la première partie de la réponse. L'État français, ministère de l'écologie, travaille à travers ses bureaux conventions de Washington et les autres services de l'État pour enrayer un maximum le trafic. Toute cette action n'est pas que locale ni régionale, elle est communautaire et internationale. On a un plan d'action de l'Union européenne contre le trafic d'espèces sauvages 2016-2020 qui est en cours pour attirer l'attention et les moyens sur le fait d'enrayer la disparition du tigre, du rhinocéros, de l'éléphant ou des bois de rose. Et ce sont quelques espèces citées parmi un nombre très important qui sont en réel danger d'extinction. Donc il y a beaucoup de gens qui travaillent. Le trafic d'espèces, ce sont des populations qui sont lésées et flouées sur la propriété des espèces qui sont sur leur territoire. C'est du commerce qui vient alimenter ou créer des milices et alimenter des conflits armés. Donc on y est d'autant plus attentif que chaque année, nous avons des gardes africains en charge de garder des surfaces de terre qui sont habitées par des espèces de la faune sauvage africaine et qui sont tuées pour le braconnage. Donc des actions sont conduites au niveau local, départemental, régional, national, communautaire et international. Il ne faut pas croire que rien n'est fait. Europol, Eurojustice sont dans la boucle. Les services des douanes sont interconnectés et communiquent sur un réseau spécifique auquel sont associés les bureaux conventions de Washington pour connaître de quelle façon déguiser telle ou telle personne, telle ou telle organisation va essayer de faire passer telle ou telle espèce qui va être à la mode. Donc il y a un vrai progrès et une vraie prise en compte de cette problématique au niveau international, communautaire et national. Enfin, un certain nombre de mesures dans ce plan d'action existent. Je vous envoie sur plan d'action, le plan d'action de l'Union européenne contre le trafic d'espèces sauvages. Et les 3 domaines à travers lesquels le travail se fait, c'est la prévention, la répression et la coopération. Et par exemple, nous ici, en territoire occitan, nous sommes vraiment dans cette dynamique de coopération. On en est l'exemple aujourd'hui, on se connaît bien tous, on travaille régulièrement ensemble, on communique de l'information, chacun reste dans les compétences qui sont les siennes, bien évidemment, mais en tout cas, c'est la coopération qui nous permet d'avancer et d'enrayer ce commerce illégal. Merci beaucoup, David. Ça aurait été notre dernière question. Désolée de vous écourter, mais je voudrais vous laisser le temps. Je voudrais vous laisser le temps pour vos mots de la fin. Donc, c'est fini pour notre débat aujourd'hui, les impacts du trafic d'animaux sauvages du global au local. Donc, voilà, je vous passe la parole pour un dernier mot. Brian. D'abord, vous remercier de nous avoir conduits à poser justement un certain nombre de diagnostics et pouvoir expliquer ici aujourd'hui toutes ces problématiques autour de la détention et des trafics qui peuvent exister. Donc on a bien vu qu'on a quelque chose qui est globalisé, ça c'était important de le dire. Et puis de mettre aussi en évidence, peut-être que ça c'était bien moins évident pour nos spectateurs, le lien très fort qu'il y a entre les institutions dont a parlé David Daned, entre nos institutions et cette volonté d'avancer ensemble justement vers à la fois pour nous une valorisation et un enrichissement des collections, donc ça veut dire des connaissances et des compétences du vivant, autour du vivant. Ces interactions et ces connexions qu'il y a entre nous, qui ne sont pas forcément connues du grand public, à œuvrer, avec aussi l'école vétérinaire, à œuvrer vers justement à répondre à ces questions, à œuvrer à faire comprendre davantage le vivant, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment une nécessité d'avoir une compréhension plus globale, hein, ça passe par l'éducation, hein, c'est vraiment une forme d'éducation. Ça, c'est quelque chose qui est en train, justement, je pense, hein, qui est préoccupant hein, de mon point de vue, la part d'éducation, quelle qu'elle soit, en tant que citoyen, hein, quelle qu'elle soit en France. C'est quelque chose qui, moi, à titre personnel, me préoccupe, en tant que papa aussi. C'est quelque chose qui me préoccupe énormément et je trouve essentiel qu'on puisse expliquer qu'on a ce rôle à jouer et qu'on le fait, qu'on doit le faire ensemble et de manière concertée. Donc ça, je suis très heureux qu'on puisse l'avoir exprimé ici aujourd'hui, oui. Parfait, oui, ce mot-clé de comprendre et coopérer, je pense. Guillaume, un dernier mot. Moi, je voudrais aussi vous remercier beaucoup de nous avoir conviés. Je pense que, comme l'ont dit Brian et David,
on a un bon exemple qu'effectivement la coopération et la multidisciplinarité étaient vraiment importantes et pour comprendre ces problématiques-là. Et je voudrais aussi souligner le fait justement que trop souvent les gens s'arrêtent à une source d'information ou un point de vue et que ces problématiques liées au trafic d'animaux sauvages, à la détention de faune sauvage, etc., elles sont très complexes et souvent elles font intervenir beaucoup d'enjeux qu'on ignore. Et on entend beaucoup de choses, notamment ces derniers temps, sur des choses qui paraissent très simples par rapport à la détention de faune sauvage, des solutions qui paraissent très alléchantes et très simples. Et je voudrais simplement sensibiliser les gens que c'est important de se renseigner auprès de différentes sources. Alors, il y a des cadres réglementaires qui existent, mais je pense que ce type de débat apporte aussi de la richesse parce que ça permet d'avoir différents points de vue et de voir que personne n'a la connaissance pure et absolue et que chacun peut apporter en fait un point de vue qui est intéressant. Et donc à ce titre-là, voilà, je pense que c'est très intéressant et je vous remercie encore. Tant mieux. Eh bien, moi, je vous remercie aussi, bien évidemment. Je remercie le WWF d'avoir organisé, via votre truchement, cette rencontre et d'être reçu au muséum. C'est toujours intéressant parce que c'est, pour moi, un quai des savoirs. Hein. Donc, ça passe par là, l'éducation à l'environnement et la connaissance. Après, pour les internautes, toute question Convention de Washington, dans chaque région de France, vous avez une direction régionale de l'environnement. France métropolitaine et hors France métropolitaine, vous avez des bureaux qui sont là pour vous renseigner. Les bureaux Convention de Washington ne sont pas là uniquement pour délivrer des permis, même si c'est quand même notre gros fonds de commerce. Nous sommes là aussi pour aider les porteurs de projets qui vont se lancer dans une activité en lien avec la Convention de Washington, à avoir des réponses, à préparer leur future activité, à préparer leur travail. Et c'est là où la connaissance a toute son importance. On est là pour accompagner dans un premier temps, ensuite délivrer des autorisations, expliquer ce qui est faisable ou pas, dans des délais extrêmement rapides et via un système universel national que nous avons en France, qui est l'application ICITES, sur laquelle les pétitionnaires demandent des autorisations et à travers laquelle les services de l'État peuvent instruire, délivrer ou refuser avec explication les autorisations. En tout cas, seuls dans notre coin, nous ne sommes rien. C'est la chose la plus importante que je retiens de 18 ans d'activité au sein d'un bureau Convention de Washington. Notre force relève de l'échange et de faire confiance aussi, et de faire confiance aux spécialistes qui savent dans le domaine scientifique, dans le domaine juridique, et pour arriver à un travail qui soit propre et enrayer le commerce illégal. Et on a un bel exemple de cette complémentarité aujourd'hui. Je vous en remercie. Donc, pour vous mobiliser ou simplement pour vous renseigner davantage, rendez-vous sur le site du WWF France à www.fr, forcément. Pour des données quantitatives sur le commerce illégal, rendez-vous sur le site de la CITES, donc de la Convention de Washington, CITES, CITES.org. Et pour enrichir vos connaissances, pensez à consulter l'agenda du muséum sur museum.toulouse.fr où vous trouverez les nombreuses conférences en ligne qu'organise le muséum pendant cette deuxième période de confinement. Merci beaucoup, messieurs, pour ces échanges riches et fascinants. Merci beaucoup au Muséum de Toulouse et de l'antenne bénévole du WWF à Toulouse d'avoir organisé ce débat. À l'attention de tout le monde, vous avez le replay de cette émission dès 14h15 sur la chaîne YouTube du Muséum. Et de la part du Muséum, de l'antenne bénévole du WWF à Toulouse et de nous tous ici aujourd'hui, à vous qui vous intéressez au sujet proprement dit essentiel du trafic d'animaux sauvages, merci.